peuvent être aussi pré-analytiques, c'est-à-dire liées aux conditions de prélèvement et de traitement des échantillons avant analyse, c'est-à-dire de la prescription, du prélèvement, du choix du contenant, du choix des techniques de prélèvement, de conservation, de transport, de centrifugation, d'alicotage. Donc, toutes ces variations d'ordre préanalytique, c'est-à-dire entre la prescription et le traitement, l'analyse qui s'appelle la variation analytique. Donc, on termine par les variations analytiques. Donc, c'est là où, en général, on parle de contrôle, contrôle qualité, surtout pour ce qu'on connaît pour les méthodes quantitatives qu'on va voir. Donc, on a un échantillon de référence, un échantillon de contrôle qualité, et on va comparer le résultat, par exemple, connu par rapport au résultat reçu. On va comparer cette valeur attendue par rapport aux valeurs trouvées. Donc, et c'est là où le contrôle qualité prend essentiellement son importance et ses outils, surtout pour l'exploitation statistique, pour les méthodes quantitatives ou même semi-quantitatives. Et on passe maintenant à la troisième question, qui n'est pas d'ordre théorique, qui est d'ordre plus ou moins pratique. Comment vous contrôlez les résultats dans vos laboratoires? Donc, la fois passée, on avait des différentes réponses. C'était pour la plupart justifié, mais on va voir comment la pratique du contrôle de qualité se fait chez nous dans nos laboratoires en Algérie, parce que quand même, il y a plus de wilaya dans cette session par rapport à la session précédente. Donc, on va voir réellement comment on est en train d'agir. Donc, on fait contrôle externe et pathologique, ZID, externe normal et pathologique. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Merci pour le laboratoire central SCTS de Tindouf pour la réponse. Encore, interne. Sérum de contrôle, très bien. Moustaganam. Contrôle normal ou pathologique. Encore. Réellement, quotidiennement, comment vous faites avec un témoin. Très bien. Très bien. Très bien. Contrôle normal plus pathologique plus étalonnage. Très bien. Ça, c'est une notion importante, extrêmement importante, quand on parle d'étalonnage. Et cette terminologie, on va la développer dans la partie vérification, validation de méthode. Donc, on contrôle nos résultats d'abord en maîtrisant nos méthodes, nos techniques, nos équipements, nos réactifs. La même chose, sérum de contrôle. Voilà. Encore. On utilise le sérum de contrôle pour un vide et pour la plupart des participants. Et comment et à quelle fréquence on utilise le sérum de contrôle? Est-ce qu'on l'utilise avant? Est-ce qu'on l'utilise pendant? Est-ce qu'on l'utilise après? Et comment on va identifier l'écart? Est-ce que conforme ou non conforme? Par exemple, une glycémie à 1,04 par rapport à un témoin de 1,12, est-ce que c'est conforme ou c'est pas conforme? Sur quelle base?
on va se positionner par rapport à ce témoin que vous êtes en train d'identifier comme élément de contrôle. Peut-être avec une échelle de notre laboratoire. Donc, il y a nos collègues qui parlent aussi d'un échantillon d'un autre laboratoire. Très bien. Pourquoi pas un laboratoire privé? Donc, c'est un contrôle interlaboratoire. Et très bien, c'est une notion extrêmement importante au contrôle qualité de biologie médicale. En fait, il y a le contrôle interne externalisé. Donc, c'est un contrôle interlaboratoire. On va voir quelle est la différence entre le contrôle interlaboratoire et le contrôle externe de qualité. Donc, comparaison entre nos labos, oui. L'étalonnage des paramètres au moins chaque semaine, contrôle interne de qualité, externe, comparaison de méthodes. D'accord. Donc, ça, c'est l'essentiel de vos réponses. C'est l'essentiel de vos réponses par rapport au contrôle qualité pratiqué au niveau de vos structures. On a vu qu'il y a une certaine hétérogénéité et vous revenez toujours sur le mot sérum de contrôle ou échantillon de contrôle. Parfois, c'est des techniques microbiologiques où il n'y a pas un sérum de contrôle, par exemple. Parfois, c'est des méthodes qui sont qualitatives. Donc, on doit définir les spécifications du contrôle, etc. C'est l'objet, au fait, de la présentation prochaine. Comment on fait le contrôle qualité? Une autre question. Quelles sont les principales erreurs dans un laboratoire de biologie médicale? Donc, si on fait un contrôle qualité, c'est pour éviter des erreurs dans les résultats. Donc, nous devons identifier ces erreurs pour les éviter. Donc, quels sont les... on va voir. Erreur absolue, erreur relative, erreur de justesse. Très bien. Encore. Aléatoire. Bon, hématique, donc j'ai compris ici, systématique. Mauvais prélèvement. Mauvais prélèvement. Une autre réponse. Erreur d'échantillonnage. Donc, erreur d'échantillonnage, mauvais prélèvement. Effectivement, ça correspond à peu près à 80% des erreurs au niveau du laboratoire. Je vous donne déjà la réponse. Au niveau du laboratoire, 80% des erreurs sont liées à la phase préanalytique. Et cette phase préanalytique, qui précède l'analyse, elle est partagée entre le prescripteur et surtout dans notre contexte hospitalier, par les préleveurs qui ne sont pas situés au niveau du laboratoire de l'hôpital, c'est-à-dire dans les services ou même dans des structures externes, et le laboratoire qui traite, qui gère ces échantillons. Donc, effectivement, tout ce qui est pré-analytique correspond à 80% des erreurs. Donc, il y a aussi des erreurs de manipulation, sérum hémolysé, donc il fait partie aussi des erreurs pré-analytiques. La concentration de réactifs, oui. Erreur juste de manipulation. Donc, ça, c'est les erreurs analytiques. Très bien. Mauvaise condition de refroidissement, oui, ou de conservation des échantillons de réactifs. Très bien, très bien, très bien. Donc, si on peut résumer ou classer ces principales erreurs, on peut les classer d'abord selon l'étape de réalisation.
il faut raisonner dans un laboratoire selon le processus divisé en 3 grandes étapes: pré-analytique, analytique et aussi post-analytique. C'est des erreurs qui sont souvent rencontrées au laboratoire. Donc, c'est des erreurs, par exemple, de transmission, c'est des erreurs de transcription. Donc, on fait correctement l'analyse, hein, mais au lieu de transcrire le bon chiffre ou le bon résultat, on fait une erreur de transcription ou d'identification du patient. C'est des cas qui sont très, très fréquents. Vous imaginez un test de grossesse positif qui est retranscrit chez un sujet de sexe masculin. Hein? Les erreurs de groupage, par exemple, essentiellement, c'est des erreurs de transcription, de transmission. On donne le résultat à notre patient, même avec son identification correcte. Donc, selon l'étape de réalisation, voilà, on a ces 3 phases-là. Selon le type d'erreur, donc on peut dire qu'il y a des erreurs grossières, systémiques et aléatoires. Grossières, systémiques et aléatoires. Et on va identifier ces éléments-là dans la présentation prochaine. Enfin, quels sont les objectifs du contrôle qualité interne de qualité au niveau du laboratoire? Quels sont les objectifs du contrôle interne? Je dis bien contrôle interne, hein, contrôle externe est exclu. Quels sont les objectifs? D'après vous, quels sont les objectifs? Fiabilité, très bien, bravo. Merci à nos collègues de Mchria. Donc, l'objectif principal, c'est d'avoir des résultats fiables. Des résultats fiables. Très bien. Deuxièmement, répétabilité, crédibilité de laboratoire. Un laboratoire qui fait du contrôle, donc il va avoir des résultats fiables et par conséquence crédibles. La validation technique, bravo, merci. Donc, si on fait le contrôle qualité aussi, c'est pour valider techniquement ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est la mission principale, hein, du technicien de laboratoire ou du bureau de santé publique ou de l'ingénieur de laboratoire. Vérification, fiabilité des résultats, l'exactitude, l'efficacité, oui, pour assurer des résultats justes et fiables, assurance de la qualité. Très bien, très bien. Donc, vous avez cerné le plus important, hein, du contrôle qualité. Donc, c'est garantir la fiabilité des résultats. Que ce soit pour la validation des séries d'analyse, hein, vous faites une série d'une centaine de patients, hein, pour une glycémie, pour une urécréa, par exemple, et à la fin, vous allez valider la série. Donc, si vous validez la série, donc vous êtes tranquille pour tous les résultats. Et aussi la viabilité des résultats H24, 7 sur 7 durant le temps. Donc, on ne peut pas donner des résultats différents selon l'équipe de garde, selon l'équipement utilisé, et ça arrive assez souvent dans le laboratoire. Nous recevons des plaintes par rapport à la différence de résultats par rapport aux équipements ou surtout par rapport aux équipes de nuit, de garde, des week-ends. Deuxièmement, le deuxième objectif, c'est de détecter les erreurs possibles. Donc, premièrement, on garantit les résultats, la fiabilité des résultats, c'est la preuve. Donc, on donne la preuve que nos résultats sont justes, sont exacts, sont fiables. Et deuxièmement, on fait le contrôle qualité pour détecter d'éventuelles erreurs. Si on détecte ces éventuelles erreurs, donc on ne va pas transmettre de mauvais résultats. Troisièmement, évaluation et vérification indépendante. Évaluation et vérification indépendante. Donc, comment
comment on fait cette vérification indépendante? C'est par rapport au fonctionnement et l'étalonnage des équipements, par rapport à la stabilité et la qualité des réactifs, et c'est une question importante en matière de réactovigilance. Et souvent, on détecte un lot défectueux de réactifs par rapport au contrôle qualité. Donc, si on ne fait pas du contrôle qualité, on ne va pas s'apercevoir de la défectuosité d'un lot ou des anomalies. Et c'est comme ça que la plupart des laboratoires ou des instances, comme le ministère de la Santé, la DSP ou les autorités de régulation, font des rappels de l'eau. C'est grâce au contrôle qualité qui se fait quotidiennement de façon large au niveau des laboratoires. Et aussi par rapport aux méthodes utilisées. On peut utiliser, par exemple, en sérologie, une méthode d'agglutination, on peut utiliser une méthode ELISA, on peut utiliser une méthode de chimiluminescence, et le résultat diffère d'une méthode à une autre. Donc, vous imaginez un test rapide d'anticorps ou d'anticorps antigènes par rapport à de la chimiluminescence. Forcément, il y aura des différences, et c'est le rôle du contrôle qualité d'évaluer de façon indépendante ses performances. On termine par le dernier point, et qui est le plus important. Quels sont les risques liés aux erreurs dans un laboratoire de biologie médicale? En d'autres termes, quelles sont les conséquences? Si on fait des erreurs de résultats au niveau du laboratoire, quelles sont les conséquences ou quels sont les risques? Et j'insiste sur cette dernière question. J'insiste sur cette dernière question parce qu'elle va répondre à l'objectif pédagogique numéro 5 qui est sensibiliser et identifier le rôle du laborantin, du biologiste de santé publique dans le contrôle qualité. Donc ça, pour mieux planifier le contrôle qualité, on doit être sensibilisé aux risques. Donc, quels sont les risques? Et je laisse les réponses ouvertes. Bon, résultat non. Retarder le diagnostic clinique, très bien, parfait. Faux schéma thérapeutique, oui. Crédibilité de laboratoire, traitement faux, oui. Un résultat erroné. Donc, vous imaginez une glycémie faussement basse, donc elle va donner un traitement inadéquat. Un faux diagnostic, le choc des malades, oui, le choc des malades, en fonction bien sûr des paramètres. Faux résultat, faux diagnostic, c'est simple, mauvais diagnostic. La santé du malade en danger, oui. Donc, mauvais diagnostic, mauvaise prise en charge des malades, faux diagnostic, la santé du malade en danger. Donc, vous voyez que les conséquences de l'erreur au niveau du laboratoire est critique. Mauvaise orientation, mauvais diagnostic, risque pour le malade, cas d'analyse de risque d'épidémie, oui, laboratoire d'hygiène, oui, effectivement, risque d'épidémie ou d'intoxication. S'il y a des métaux lourds ou il y a des éléments toxiques, fausse orientation, donner un traitement non adéquat. Donc, ça concerne tous les résultats. Vous imaginez un ECBU qui est erroné, ou une identification ou, de la résistance ou de la sensibilité aux antibiotiques est erronée. Donc, forcément, le traitement, erreur fatale, décès, oui. Un laboratoire ou un technicien ou un médecin du laboratoire peut facilement tuer un malade s'il donne des résultats erronés, erreur fatale, oui, c'est le décès. L'exemple type, ça concerne l'examen biologique le plus facile au niveau du laboratoire, qui est le groupage sanguin.
Si on fait une erreur de groupage, que ce soit dans la poche ou dans le groupage du malade, forcément, il y a un risque très élevé de décès. Hein. Par exemple, il y a un accident transfusionnel, hein, vous avez bien dit. Donc, et là, l'accident, il est immédiat. Donc, on ne peut même pas cacher notre erreur si on veut. Hein. Et là, la médecine légale, elle peut facilement identifier cette erreur. Et au-delà du décès du patient ou du pronostic vital en jeu, il y a des conséquences médico-légales qui sont très, très, très lourdes. Hein, très lourdes. Il y a la faute professionnelle qui est sanctionnée. Hein. Donc, bien sûr, il y a la prison, il y a DIA, hein, il y a aussi l'impact moral, hein, en dehors, bien sûr, de ce que vous avez évoqué par rapport à la crédibilité. Il y a aussi la contamination par le VIH. On va voir un exemple, hein, une analyse de cas par rapport à ça. Mauvaise analyse sérologique, etc. Donc, vous êtes tous unanimes qu'il y a des risques qui sont critiques, donc, par exemple les conséquences psychosociales, des risques critiques qui concernent l'erreur au niveau du laboratoire, y compris ce que vient d'exposer nos amis de Boumedfa par rapport à la mauvaise réputation de laboratoire. Donc, le risque, ça peut être le décès du patient, ça peut être l'erreur de diagnostic ou le retard diagnostique, ou même ce qui a été mentionné à l'instant, gaspillage du réactif et du consommable, puisqu'on doit refaire, c'est un gaspillage. Donc, un impact sur le patient, un impact sur le laboratoire, un impact direct sur la personne, parce qu'il y a une responsabilité médico-légale, donc un impact sur le personnel, un impact aussi pour les organismes d'assurance, et un impact sur la réputation du laboratoire. Donc, faire en une seule journée 2 erreurs comme un test de grossesse positif pour un homme et une erreur de groupage sanguin, donc ça va vite, transformer en scandale, pas en erreur. Et voilà, il y a la contamination du personnel de laboratoire. Oui, quoique le personnel doit assurer les mesures de protection, quel que soit l'échantillon. Voilà, donc les résultats et les risques sont associés dans un laboratoire, raison pour laquelle nous devons investir dans le contrôle qualité au niveau du laboratoire de biologie médicale, d'où cette formation aujourd'hui. Donc voilà, avant d'entamer le contrôle qualité, concept et bases et outils, est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va entamer la deuxième partie. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, très bien, très bien. Bon, il y a comment lutter contre ces accidents ou ces erreurs. La réponse, elle est claire, elle est simple, mais sa mise en œuvre, elle est un peu longue et difficile. Longue et difficile. Comment lutter contre ces accidents? Pour répondre à nos amis de TIPASA, de l'EPH TIPASA, c'est de mettre en place un système qualité et gestion de risque. Un système qualité et gestion de risque au niveau du laboratoire, mais aussi au niveau de l'établissement hospitalier. C'est la réponse à la question de nos amis de TIPASA. Et le contrôle qualité est un élément, juste un élément, c'est-à-dire un maillon de la chaîne ou un élément du système qualité. Donc, le contrôle qualité est juste un élément. C'est pour ça, j'ai dit à 2 reprises, qu'on doit s'occuper d'abord de la qualité, puis la contrôler.
on ne peut pas travailler n'importe comment et on va contrôler la qualité. Donc, il faut avoir des procédures, une manière d'organisation, une manière de travailler hein, qui est valide hein, et ensuite valide et homogène. Hein. Tout le monde travaille de la même façon, correctement, puis on va faire le contrôle qualité. Bon, parlez-nous de méthodes de contrôle au niveau de laboratoire de microbiologie de l'eau. Au fait, cette formation elle est destinée essentiellement pour les laborantins de santé publique et des laboratoires hospitaliers. Donc, la microbiologie de l'eau, donc elle relève beaucoup plus des laboratoires d'hygiène au fait, qui dépendent pas essentiellement du ministère de la Santé. Hein. Donc, comme vous savez très, très bien, ils dépendent soit du ministère du Commerce ou du ministère chargé de l'hydraulique. L'évaluation de... Mais c'est les mêmes principes, en fait. Hein. L'évaluation de risque, mais ce n'est pas la même norme. C'est pas la même norme. L'évaluation de risque biologique consiste à quoi? L'évaluation de risque biologiste. Le risque, donc... consiste à quoi? Dans mauvais réactif, défectif de calibre. Oui, c'est une question de moyens aussi. Donc, il faut regrouper les ressources pour ne pas tomber dans l'erreur. Et le laboratoire, il a une obligation de résultat. Hein? Ce n'est pas une obligation de moyens. Il a une obligation, c'est-à-dire, s'il n'arrive pas à donner des résultats justes, valides, il ne donne pas. Il ne va pas dire que je n'ai pas les moyens. S'il n'arrive pas à donner un résultat ou s'il n'arrive pas à contrôler un résultat, il ne doit pas le délivrer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obligation de résultat par rapport à la chirurgie où il y a une obligation de moyens. Il va faire une intervention chirurgicale et en fonction des moyens, le résultat peut différer. Donc, ça, la logique, elle est différente pour le laboratoire où nous avons l'obligation de résultat. Donc, le contrôle qualité est obligatoire. Le laboratoire est toujours responsable. Est-ce que le laboratoire est toujours responsable? Hein, l'utilisation des échantillons de contrôle, pas uniquement le sérum. Et il y a toujours des situations où il y a un risque soit de rupture, on fait l'exact, mais on c'est pareil, ce n'est pas péjoratif. Très mauvais résultat parce que la méthode n'a pas été validée. C'est pour ça il y a ce qu'on appelle la qualification. C'est pour ça qu'on doit faire une qualification opérationnelle hein, au moment de l'installation d'un nouvel appareil. Oui, le personnel peut également être concerné par le risque ou les erreurs, bien sûr. Il doit suivre les procédures, il doit être bien formé. Ouais. Donc, l'équipe du laboratoire d'hygiène, donc on a dit que ce n'est pas la même norme hein, par rapport à l'eau et les échantillons sanguins, plutôt les échantillons biologiques humains, c'est l'ISO 15189 par rapport à la 17025 qui concerne les laboratoires de contrôle et d'essai. Mais au fait, c'est la même ossature, mais il y a des différences. Par exemple, il n'y a pas un prescripteur, il n'y a pas de variations par rapport aux variations physiologiques
et pathologiques comme l'être humain. Mais en microbiologie de l'eau, c'est des examens qui sont divisés en méthodes quantitatives ou méthodes qualitatives. C'est les mêmes méthodes qu'on va voir juste après. Très bien. Donc, il faut faire des formations continues pour le laborantin, pour tout le monde, hein, pour le laborantin aussi, afin de donner de bons résultats. Voilà. Bon, le problème, c'est que la majorité de nos laboratoires, surtout les hôpitaux de Sud, gérés par des laborantins ou licenciés en biologie naturelle, sont très loin de normalisation des paillasses et des labos. Effectivement, on a vu ça déjà, que ce soit en biologie médicale ou en transfusion sanguine, on a constaté qu'il y a une insuffisance de la ressource humaine pour la gestion de ces laboratoires. Très bien. Donc, voilà donc pour cette partie. Donc, on passe maintenant à la présentation qui concerne le contrôle qualité lui-même, où on va aborder les bases et les outils du contrôle en biologie médicale.